La sécurité est le défi majeur pour le comité d'organisation. Le chef de l'État, Macky Sall, est attendu samedi dans la cité de Baïnias. Reportage à suivre avec nos équipes déjà sur place. La communauté libanaise au Sénégal encore sous le choc au lendemain des explosions à Beyrouth. Le Liban va se relever avec la solidarité internationale selon Sami Haddad, ambassadeur du Liban au Sénégal. Le diplomate magnifie la commisération du peuple sénégalais. Un couple sénégalais, deux de leurs enfants et un autre proche de la famille ont péri dans un incendie d'une extrême violence à Denver, aux États-Unis. Le drame est survenu la nuit dernière. La piste criminelle n'est pas écartée. Fatima Touré. 5 morts et 3 blessés, c'est le bilan macabre d'un incendie qui s'est déclaré à Denver aux États-Unis. Il s'agit de 5 personnes de la même famille, toutes d'origine sénégalaise, qui ont péri dans les flammes ce matin vers 2 h du matin, heure locale. L'incendie s'est déclaré ce matin vers 2 h. Il a emporté 5 de nos compatriotes. Il s'agit d'un jeune Sénégalais du nom de Djibi Ndiol, sa femme, ses 2 enfants et sa sœur. Il y avait 3 autres personnes dans la maison, mais fort heureusement, elles se sont retrouvées avec des blessures en sautant du 2e étage. C'est un drame vraiment horrible. La femme du propriétaire de la maison qui hébergeait cette famille est même admise aux urgences à l'hôpital de l'Université du Colorado. Actuellement, ils sont au niveau de l'hôpital à l'Université de Colorado. Un drame qui choque la communauté sénégalaise présente sur les lieux pour compatir à cette douleur. Toute la communauté sénégalaise de Denver est là pour compatir. Pour l'heure, la police d'investigation, la police criminelle sont sur les lieux pour déterminer les causes de cet incendie. Pour l'heure, aucune information sur l'origine de cet incendie. La police scientifique était sur les lieux pour déterminer d'une manière plus exhaustive les causes de ce drame. Autre sinistre survenu à Ourossogui, dans le Nord. Un enfant a été retrouvé mort dans une mare. Ce 8e drame du genre horripile le maire. Selon lui, la responsabilité incombe à des sociétés établies à Ourossogui à la recherche de latérite. L'édile va déposer une plainte ce jeudi contre 3 entreprises. Ali Bandeliang. C'est un corps sans vie qui a été repêché des eaux des mares se trouvant aux alentours des habitations de la ville de Ourossogui. Il s'agit des tranchées creusées par des entreprises à la recherche de la latérite qui sont devenues de grandes mares. Avec les dernières pluies qui se sont abattues sur Matam, elles sont toutes remplies et deviennent ainsi le lieu de fréquentation des enfants. C'est le 8e mort qui irrite aujourd'hui le maire de la ville de Ourossogui. Ourossogui connaît son 8e mort. Des jeunes sont 8e morts ici au sein de la commune de Ourossogui. Trop, c'est trop. En tout cas, nous avons décidé, moi en tant que maire, j'ai décidé de porter plainte contre ces entreprises qui n'ont fait qu'à leur profit. Que le capital, c'est inadmissible que l'on continue à se lamenter à chaque fois qu'on perd un enfant de Ourossogui. Trop, c'est trop. Pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons pas de marche, nous ne faisons pas de réclamation, nous allons tous les poursuivre devant la justice. Les entreprises sont connues. Il s'agit de la Sociétaire, il s'agit de la CDE, il s'agit de la Sociétra. Ce sont ces 3 entreprises-là aujourd'hui qui ont exploité ce site, qui ont construit la route Ourossogui-Matam, qui ont construit la digue de Matam et qui sont en train de faire des aménagements au niveau de la vallée. Ce sont ces 3 entreprises qui sont responsables effectivement de ces fosses dont ils ont l'obligation de remettre en état avant de partir. Aujourd'hui, vous voyez, depuis des années, dès que l'entreprise termine ses travaux, l'entreprise disparaît, sans pour autant respecter les clauses qui sont même dans leur marché, les clauses qui sont dans l'étude d'impact environnemental, qui leur fait obligation de remblayer toutes les fosses qu'ils ont eu à faire pour enlever la latérite. Pourtant, à la veille de chaque hivernage, les autorités administratives locales, du gouverneur au sous-préfet, tiennent des rencontres de sensibilisation pour interdire la fréquentation de ces points d'eau. Seulement, avec cette plainte annoncée par le maire de Ourossogui, on espère bien enfin voir des mesures sécuritaires pour arrêter ce drame.
Levée du corps du professeur Ibrahima Pierre Ndiaye ce matin à l'hôpital Fann où il a servi. Les témoignages sont unanimes. Le père de la neurologie en Afrique subsaharienne était un homme dévoué et altruiste dans le service. Un brillant formateur qui œuvrait pour un service sanitaire de qualité. Mohamed Samb et Pape Sangoné Mbaye. Une sommité du monde médical s'en est allée. Le professeur Pierre Ndiaye tire sa révérence à l'âge de 78 ans. Les témoignages sur le père de la neurologie en Afrique subsaharienne sont à la hauteur de la dimension de l'homme. Un jour, je l'ai croisé au niveau de Cheikh Anta Diop. Un malade mental est passé. Pierre l'a appelé avec son doigt. Ce dernier est venu rejoindre Pierre dans la même station. Pierre lui parlait comme quelqu'un qui parlait avec son fils. Ce dernier acceptait Pierre comme un fils qui est devant son papa. Pour quelqu'un qui est malade mentalement, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Pierre est un exemple achevé d'assiduité, d'exactitude et de sérieux. Mais Pierre était profondément humain. Il était toujours égal à lui-même, prêt à servir son prochain. Considéré par ses pairs comme un modèle achevé de serviteur, Ibrahima Pierre Ndiaye était un homme sérieux et assidu à son service. Le professeur venait à 6 h du matin. Entre 6 h du matin et 8 h, il donnait gratuitement des consultations à des cas sociaux. Après, il leur remettait de l'argent pour le transport et leur offrait des médicaments. Ça, c'est du social. Le professeur Pierre Ndiaye, après sa retraite, il avait dit au directeur de l'hôpital le mardi, je viens à l'hôpital, je consulte pour l'hôpital et l'argent, on le met dans les caisses de l'hôpital. Le spécialiste Ibrahima Pierre Ndiaye rejoint sa dernière demeure. Éminent scientifique, le natif de Saint-Louis a formé durant son parcours 500 professeurs titulaires, 70 neurologues et a publié 150 articles dans des revues scientifiques de renom. Et puis toujours au chapitre nécrologie, c'est demain jeudi que sera inhumé le défunt calife général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, sera inhumé à Kaolack. De la Mauritanie au Nigeria, des milliers de fidèles seront attendus. La cérémonie sera sous haute surveillance sécuritaire. Ibrahima Diamé Faligaye à Kaolack. Medina Baye, toujours profondément endeuillé aux couleurs de la disparition de son calife, des versets du Saint-Coran retentissent du haut des minarets de la grande mosquée. La cité religieuse continue de pleurer le défunt, mais tout en se préparant à l'inhumation retenue pour ce jeudi. Des milliers de fidèles sont attendus avec des dizaines de délégations devant venir de l'étranger. On attend beaucoup de personnes. Par exemple, aujourd'hui dans la nuit, on doit avoir 4 avions qui viennent du Nigeria, composés des gouverneurs, composés des émirs, des rois et toute la famille Cheikh Ibrahim Niasse qui réside au Nigeria. Ils vont venir aujourd'hui ce soir. Hier, on a reçu plus de 200 voitures venant de la Mauritanie. Le président Macky Sall, quant à lui, est attendu à Medina Baye le samedi, mais il a été précédé par l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma à la tête d'une délégation au domicile du défunt calife. ma ne jël nañ disposition pour fexe ba matériel yi ñu soxla yëpp luye nañ ko mi ngi jóge Dakar pour ñu ñëw ñu teg ko ci loxol kilifa yi pour ñu installer lépp lu ñu soxla fi ñu ko war a installer pour mën a gunge sëriñ bi. D'ores et déjà, la question de la sécurité est prise en charge aux alentours de la grande mosquée de Medina Baye. Des véhicules de la police sont stationnés, sans compter les éléments de sécurité de Shababoul Faïda, déjà positionnés au niveau des coins et des recoins de la cité religieuse, et 650 éléments de la police nationale seront déployés ce jeudi, selon nos informations. Merci Ibrahima. Et puis nous venons de l'apprendre, le SAMES, le syndicat autonome des médecins pharmaciens du Sénégal, annonce une grève. Ils exigent le traitement de leur plateforme revendicative et le paiement de la dette hospitalière. On en vient justement à la situation épidémiologique. 4 décès annoncés aujourd'hui, 218 depuis le début de la pandémie au Sénégal. La multiplication des cas graves et des morts est un signe de l'intensification de la maladie au Sénégal, selon un épidémiologiste. Selon lui, l'incertitude inhérente à un virus nouveau complique la situation. Le seul remède réside dans l'application des gestes barrières. Voyons tout cela avec Fatbul Toukonté et Pape Sangoné Mbaye.
Le Sénégal est loin de se débarrasser du coronavirus. L'on peut dire même que la maladie prend une sérieuse option. Le nombre de morts se multiplie, celui des cas graves et des cas communautaires s'intensifie. Le meilleur baromètre pour apprécier l'intensité de cette épidémie, c'est le nombre de morts, le nombre de décès. Au début de l'épidémie, on avait un décès ou deux. Nous sommes restés pendant 2 mois avec 2 décès, mais maintenant on se rend compte que c'est 4 décès, 3-4 décès par jour. Cela veut dire que l'épidémie est en train de s'intensifier. Si on regarde également le nombre de malades qui sont dans les services de réanimation, cela veut dire que effectivement, l'épidémie s'intensifie puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de malades dans les services de réanimation. Le coronavirus est plus que complexe, car selon ce virologue, 4 types de virus ont été détectés au Sénégal et malheureusement, la trouvaille d'un vaccin n'est pas à l'ordre du jour. Les virus respiratoires, d'une manière générale, sont des virus qui sont sournois. Il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce virus. Comme du virus de la grippe, on sait que c'est un virus qui change tout le temps. Donc chaque année, par exemple, il faut actualiser le vaccin contre la grippe. Et c'est à peu près la même chose que l'on constate avec le coronavirus. Il y a eu une étude récente qui a montré qu'il y a 4 souches qui circulent au Sénégal. Et il y en a peut-être plus, on ne sait pas trop. Cela veut dire que c'est un virus qui circule et c'est un virus qui peut subir des modifications. Et c'est ce qui explique qu'on ait des difficultés pour développer un vaccin. La situation devient terrifiante. Dès lors, la communication doit être renforcée. Sinon, une catastrophe serait inévitable. Que les gens sachent que le respect des mesures barrières est un élément fondamental. Et cela passe naturellement par le port des masques, par la distanciation physique, mais aussi par le lavage systématique des mains. Donc nous appelons une nouvelle fois les jeunes à pouvoir s'approprier le port des masques parce que nous avons les adultes, les aînés, les anciens à protéger. Il y a des jeunes qui sont hospitalisés dans les services de réanimation et qui présentent des formes graves. Donc il faut dire aux jeunes que actuellement, ce virus peut les affecter et chez les jeunes, on peut de temps en temps avoir des formes graves. Actuellement, la Covid-19 emporte chaque jour au Sénégal au moins 3 patients et multiplie les cas graves. Il est nécessaire actuellement de plus et mieux communiquer de façon à amener les populations à identifier les risques. Dans la banlieue de Dakar, la flambée du virus intrigue. Illustration dans le département de Pikine, vous allez le voir, 500 volontaires sont mobilisés pour sensibiliser les populations. Un engagement communautaire pris très au sérieux par les acteurs. Habib Faye, Modou Diop. Face à la propagation du coronavirus, ces acteurs pensent trouver la solution dans l'engagement communautaire. Pour réussir ce combat, ils comptent s'appuyer sur la sensibilisation pour démontrer l'importance du port de masque et le respect des mesures barrières. Les personnes âgées sont en train de mourir et qu'au niveau international aussi, on voit que vraiment il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de décès. Donc cette maladie-là existe, mais peut-être que c'est la communication qui fait peut-être défaut, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas vraiment à cette maladie-là. On doit davantage renforcer ces mesures barrières, tant au niveau des lieux publics, surtout au niveau des hôpitaux, c'est le moment. Moustapha Gueye est relais communautaire, par ailleurs chef d'entreprise. Il s'est engagé dans la lutte contre le coronavirus, une manière pour lui d'inciter les jeunes à prendre leurs responsabilités. On a pris vraiment l'initiative à bras le corps pour pouvoir vraiment apporter notre contribution dans la lutte en faisant des sensibilisations auprès des populations. On leur demande vraiment de respecter les mesures barrières pour que vraiment cette pandémie-là ne puisse pas vraiment se propager au niveau des populations. Dans ce district de Pikine, ce professionnel de la santé alerte un conseil à ceux qui pensent que le masque étouffe. Paradoxalement, on note que les gens commencent à abandonner de plus en plus ces mesures barrières. Et ce sont ces mesures barrières qui peuvent endiguer la propagation de la maladie. À savoir que les gens maintenant portent moins de masques. Dans la rue, si vous allez là-bas, c'est comme si que la maladie n'est pas présente. À Dakar, même dans les régions, c'est encore pire. La lutte contre le coronavirus est un combat de tout un chacun. Dans cette radio communautaire, le programme est axé sur la sensibilisation pour prévenir la Covid-19. Et on a eu à faire un micro-programme avec des leaders communautaires, avec des leaders religieux et aussi avec des leaders politiques pour qu'ils se joignent à nous pour essayer de faire un micro-programme pour essayer de lutter un peu, de sensibiliser en tout cas les populations par rapport à ça. On met l'accent sur le port de masques, sur les mesures barrières, puisqu'on s'est rendu compte qu'à la veille de la Tabaski, pratiquement avec le marché Zeng, personne, pratiquement
une personne sur 10 seulement portait un masque. 1500 volontaires mobilisés et 100 superviseurs pour participer à l'effort de guerre contre la pandémie. Le département de Pékin ne lésine pas sur les moyens pour combattre la pandémie à Covid-19. Merci Habib. Santé toujours avec le rapport du Conseil national de lutte contre le sida. Plus de 669 000 personnes sont dépistées en 2018 contre 611 000 en 2016. Autre remarque, c'est la prééminence des femmes. Le rapport indique également une persistance des perdus de vue, ce qui complique le suivi. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye. Le constat est là, amer. Des personnes vivantes avec le VIH-Sida sont perdues de vue, malgré la mise en œuvre du plan de rattrapage dénommé 390. Le rapport national du CNLS dénombre plus de 669 000 personnes dépistées en 2018 contre 611 175 en 2016. Les spécialistes pensent que l'épidémie peut être contrôlée si chacun connaît son statut. Du côté des femmes enceintes, 73% ont été dépistées en 2018 contre 54% en 2016. Le rapport note que 87% des personnes vivantes avec le VIH-Sida sont sous traitement, avec 79% de leur charge virale supprimée. Les nouvelles infections liées au VIH passent de 4 428 en 2005 à 1 427 en 2019, soit une baisse de 67,7%. Des progrès ont été réalisés dans le cadre de la riposte, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant. Dans la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida, le Sénégal s'est engagé à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 à travers des programmes de riposte. Merci Maïmouna. Et puis un mot sur la longue grève du Sud-Juif. Maître Ousmane Seye est contre la radiation des greffiers et le remplacement par des agents pénitentiaires en formation actuellement au CFJ. L'avocat plaide pour la nomination par le chef de l'État d'un médiateur. La robe noire invite l'UMS et le Conseil de l'ordre à s'impliquer pour trouver une solution à ce conflit. Maître Ousmane Seye était l'invité d'Info du matin. L'administration pénitentiaire n'est pas faite pour remplacer les greffiers. L'administration pénitentiaire est faite pour veiller sur les personnes qui sont condamnées, qui sont détenues provisoirement. Évidemment, dans chaque maison d'arrêt, il y a des greffiers extra. Mais le travail n'est pas le même. Le greffier audiencier, le greffier qui tient la prime, qui fait aussi certains actes administratifs, ce n'est pas la même chose avec le greffier qui est formé pour officier dans un établissement pénitentiaire. Je crois qu'on peut ne pas en arriver là. Il faut appeler les partis, stopper cette grève-là et apporter des solutions. Moi, j'appelle les bonnes volontés à intervenir, notamment ceux qui sont impactés directement par cette grève. D'abord, le Conseil de l'ordre des avocats, parce que les avocats représentent les justiciables, qui sont impactés par cette grève. Les magistrats, parce qu'aucun magistrat ne peut tenir une audience sans un greffier. Moi, j'appelle le gouvernement, particulièrement le président de la République, pour la solution à cette grève. Notamment en désignant un médiateur même pour convoquer les partis et que les partis acceptent de faire des concessions réciproques dans l'intérêt de la justice et du Sénégal. Alors maintenant, dans le sud, le programme d'appui au programme d'investissement de l'agriculture du Sénégal, PAPSEN, a donné 300 tonnes de semences de riz aux agriculteurs de la région de Sédhiou. Les paysans déplorent en revanche le retard de la mise en place de ces semences. Bakary Konté et Khalid Yamé. Tonnes de semences de riz distribuées aux agriculteurs de la région de Sédhiou. Le programme d'appui au programme national d'investissement de l'agriculture du Sénégal, PAPSEN, compte appuyer les paysans du Pakao. Oui, parce que pourquoi on met en place ces 300 tonnes de semences? C'est juste pour permettre aux gens, comme on a vécu le corona, à la sortie, que les gens puissent faire face. Pour ne pas qu'après, comme on le dit, il se pourrait qu'il y ait une relance ou bien comment vais-je dire ça encore, une ressurgestion du corona. Maintenant, pour que les gens puissent avoir de quoi faire face, des productions, on leur donne des semences gratuitement, qu'ils puissent emblaver et espérer des rendements pics de 2 ou 3 tonnes à l'hectare. Les agriculteurs déplorent le retard de distribution de cet appui, mais pensent que ces semences peuvent aider certains producteurs qui ont perdu leur rizière à cause des inondations. On avait d'énormes difficultés parce que la semence n'était pas venue à temps. Il nous a trouvé presque fini.
Presque la majorité ont terminé de faire les semi-directs avec les pépinières. Mais heureusement, il y a quelques-unes qui n'ont pas pu terminer. Peut-être on aura la chance de prendre leurs semences. À l'heure là, parce que l'eau, c'est presque inondé. Il y a l'inondation, on ne peut même pas faire des pépinières à l'intérieur des parcelles. Aimé Joseph Assoukaten Djiba, coordinateur du PAPSEN, se désole du comportement de certains fournisseurs qui ne respectent pas les délais. Toujours on est dans le, je dirais pas on est dans le calendrier culturel, mais il faut comprendre aussi que le retard, c'est pas au niveau du PAPSEN, parce que c'est des semences qui ont été achetées depuis longtemps, mais souvent c'est les fournisseurs qui font un défaut de respect par rapport au délai. Le PAPSEN de Sédhiou a promis de multiplier ses efforts afin d'aider les agriculteurs à réussir cette saison hivernale. Merci Bakary. L'autre grand titre de cette édition, les explosions au Liban, ont fait au moins 113 morts et 4000 blessés. L'ambassadeur du Liban au Sénégal salue la compassion du peuple sénégalais. Selon Sami Haddad, le Liban va se relever avec la solidarité internationale. Nos équipes l'ont rencontré. Mamadou Fall, Diafaraba. Perdre des compatriotes est parfois difficile à accepter. La fibre patriotique fait parler son excellence. C'est un pays secoué par une explosion faisant plusieurs morts et des milliers de blessés. C'est une catastrophe au sens propre du mot. Il y a plus de 100 décès et plus que 4000 blessés. En effet, le port de Beyrouth et les quartiers environnants sont détruits. Je pense maintenant vont vers le Liban. Le bilan est provisoire, des recherches sont entreprises et bientôt le drame va donner ses chiffres réels. Mais ces chiffres restent provisoires parce qu'il y a beaucoup de personnes portées disparues. Pour l'exacte cause, les recherches sont en cours. Et dans 5 jours, il faut connaître les causes exactes de l'explosion. L'ambassadeur magnifie la réaction du président Macky Sall et de toute autre personne ayant compati au sort des Libanais. Nous remercions son Excellence, le président du Sénégal, M. Macky Sall, pour son message de compassion vers le Liban et le peuple libanais. Je voudrais remercier tous les pays qui ont exprimé leur aide envers le Liban, compassion et soutien envers le peuple libanais dans ce moment, et notamment pour le Sénégal. Le Liban doit se relever. Pour ce, il a besoin de ses fils et de tout le monde. Solidarité de tous. On va passer ce temps difficile et on va voir mieux Liban et mieux conditions dans notre cher pays. L'explosion est lourde de conséquences. Plus de 300 000 personnes se retrouvent sans domicile à Beyrouth et le coût des dommages est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Et la communauté libanaise au Sénégal reste médusée suite à cette catastrophe. Les déflagrations seraient dues à un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Les ressortissants du Liban au Sénégal n'en reviennent toujours pas. Aminata Mbarisso et Diafaraba. Je suis née au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal, mais j'ai le cœur au Liban aujourd'hui. Le Sénégal, son pays natal, à l'instar de ses parents, mais aujourd'hui la situation qui prévaut dans son pays ne la laisse pas indifférente. Quand j'ai vu la vidéo, je l'ai revue et je disais c'est pas possible, qu'est-ce qui a pu arriver? C'est horrible ce qui est arrivé, c'est invivable, surtout avec les proches qui nous entourent et nos familles qui peuvent habiter là-bas. Tout le monde, ils sont très mal même pour le Liban. Ils ont pleuré, tout le monde, ils ont des familles là-bas. Après avoir vu ces images, la première réaction de ces Libanaises établies au Sénégal a été d'appeler les proches restés au pays. J'ai de la famille là-bas, on les a appelés directement, il y en a qui ont été très blessés. Comme il y en a qui n'ont rien eu, Dieu merci. La première réaction, c'était de contacter nos proches et de vérifier que tout le monde allait bien et que leur maison n'avait pas été touchée. Après la survenue de ces événements tragiques, ces Libanais installés au Sénégal en appellent à l'aide internationale. Tous les pays africains, européens,
américains, tous les pays, ils soient avec le Liban. Le Liban, un pays secoué aujourd'hui par plusieurs crises, ces explosions survenues récemment viennent s'ajouter au mal. Oui, Aminata, un drame aux allures d'estocade, puisque vous le savez, des crises, le Liban en a vécu dans le passé. La plus récente et l'une des plus violentes et économiques. Retour sur quelques dates qui ont secoué l'histoire sociopolitique du pays du Cèdre avec Ibou Diouf. D'eau dans la mare de la crise sociopolitique et économique sans précédent. 2 explosions successives dans le port de la capitale libanaise ont causé des dégâts considérables et le bilan humain est déjà terrible. Plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de la Covid-19, sont saturés. Les images de ce mardi ont forcément mis en émoi tout un pays et plus largement la communauté internationale. Le premier sentiment qu'elle inspire pourrait conduire à penser que le Liban est décidément maudit des dieux et que la fatalité l'a encore frappé. Le pays du Cèdre est une victime majeure des conflits qui sévit depuis plus de 10 ans chez son voisin syrien et lui-même le théâtre des confrontations des puissances régionales, Iran, Arabie Saoudite, Israël, et a été particulièrement touché économiquement par la crise économique consécutive à la pandémie du coronavirus. Une vie sous le signe de la malédiction, déjà avec l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. De 1978 à 1990, une guerre civile touche le Liban. Plusieurs paramètres expliquent la montée des tensions, les relations avec la Syrie, le problème palestinien et les difficultés politiques internes. La création du Grand Liban par la France en 1920 est une source de contestation pour nationalistes, tant syriens que libanais, qui revendiquent le rattachement du Liban à la Syrie. La guerre débute le 13 avril 1975 à la suite d'un incident entre les phalanges et les Palestiniens dans la banlieue de Beyrouth. Cet incident met le feu aux poudres et embrasse tout le Liban. 2 factions se font face dans les affrontements violents et meurtriers. Une situation qui touche tout le pays, les chrétiens d'un côté et les défenseurs de l'arabisme et des Palestiniens de l'autre. Les relations entre chrétiens sont également très tendues. Avec cette double explosion, l'été s'annonce encore morose au Liban. Malgré la levée des principales mesures du confinement liées à la Covid-19, la population survit chaque jour un peu plus difficilement à la crise économique et que de liquidités dans laquelle s'enfonce le pays. La situation risque d'être plus tendue avec ces images terrifiantes de la double explosion survenue à Beyrouth. Merci Ibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Dans un instant, vous retrouvez Aram Touré. Excellente suite des programmes sur TFM.